Les États-Unis ont achevé leur retrait de Syrie. Si votre réaction à cela a été quelque chose du genre « Quoi ? Les troupes américaines étaient en Syrie ?» Vraiment, on ne vous en voudrait pas. Ce n'était pas une opération majeure et ce déploiement n'était pas au cœur de l'actualité. Cependant, il vaut la peine de revenir sur la façon dont cela s'est déroulé, car à Washington, on raconte que l'oncle Sam s'est retiré parce que la guerre est finie, le nouveau gouvernement a trouvé son équilibre et la Syrie a enfin pris un tournant sous Ahmed al-Shara. Mais il y a aussi la version que vous entendrez de la part de certains qui sont réellement en Syrie, celle où des endroits comme Sawada se sont déjà détachés et où des provinces entières ont commencé à se demander discrètement quelle part de la Syrie répond encore à Damas. Ces deux histoires n'ont presque rien en commun, et celle qui se révélera la plus proche de la vérité déterminera ce qui arrivera au pays pour les années à venir. Il y a quelques mois, Ahmed al-Shara, encore inscrit l'an dernier sur la liste des terroristes du département d'État, est entré à la Maison-Blanche. Jusqu'à ce que la rébellion qu'il a contribué à diriger renverse le régime Assad à la fin de 2024. Le monde le connaissait sous le nom d'Abu Muhammad al-Jalani, le chef d'une organisation qui avait commencé comme la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie. Bien que nous devrions noter que son organisation s'est publiquement séparée de l'ancien groupe de Ben Laden en 2016, Shirar lui-même a ensuite troqué sa tenue militaire djihadiste contre un costume cravate. Et lorsque CNN lui a demandé ce qu'il pensait de cette transformation, il a plutôt répondu par un haussement d'épaule. Les gens changent en vieillissant. C'est la nature humaine, a-t-il dit. À Washington, il a obtenu la suspension des sanctions contre son pays et a engagé publiquement la Syrie à rejoindre la coalition mondiale contre l'État islamique. La région a aussi financé la reconstruction de la Syrie. En mai dernier, l'Arabie saoudite et le Qatar ont remboursé toute la dette syrienne envers la Banque mondiale. À l'automne, Riyad annonçait près de 7 milliards de dollars pour des projets de reconstruction déjà en cours, tandis que les Émirats arabes unis versaient 800 millions pour réaménager le port de Tartous. Le 16 avril 2026 au matin, le dernier convoi militaire américain a discrètement quitté une base du nord de la Syrie et est entré en Jordanie, mettant fin à 10 ans de présence américaine dans le pays. Avec lui disparaissait le dernier vestige de ce qui avait été la zone d'autonomie la plus institutionnalisée, la Syrie kurde. Officiellement, c'était présenté comme une grande victoire pour le gouvernement de Shira, qui consolidait le pouvoir de l'État. Ils ont réussi à rallier les Kurdes, et la plus grande minorité ethnique du pays semblait prête à coopérer avec le nouveau gouvernement. Derrière cette présentation, la réalité était moins consensuelle. 3 mois plus tôt, l'armée de Shira avait attaqué le nord-est kurde, un événement couvert sur cette chaîne. Les forces soutenues par les Kurdes se sont effondrées en seulement 5 jours lorsque leurs recrues tribales ont fait défection pour rejoindre Damas. En pleine panique, l'envoyé de Trump s'est rendu à Erbal et a clairement dit au commandant kurde que Washington ne les soutiendrait pas. Les Kurdes ont accepté cette nouvelle Syrie, non par amour pour Damas, mais parce que les forces de Shiraz les avaient vaincus. Bien que les capitales occidentales aient été prêtes à travailler avec Shira, elles semblent reconnaître en privé l'instabilité de la situation. Un article du Wall Street Journal plus tôt cette année révèle ce qui pourrait avoir été la véritable motivation derrière le retrait américain en avril. Le Pentagone voulait éloigner les forces américaines de Shiraz. Le journal a ensuite rapporté que son armée était infestée de sympathisants djihadistes, y compris des soldats liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, ainsi que d'autres ayant été impliqués dans des crimes de guerre présumés contre les minorités kurdes et druzes. Fin de citation. Ce n'est pas une préoccupation abstraite. En décembre, 2 soldats et un interprète américain ont été tués par un membre de la sécurité syrienne lié à des groupes islamistes extrémistes. Les propres actions de CENTCOM dans les semaines précédant le retrait montrent à quel point la méfiance est profonde. Plus de 5700 anciens combattants de l'État islamique ont été transférés des prisons du nord-est syrien vers les autorités irakiennes. Si vous avez suivi notre couverture du Moyen-Orient ici sur Warfront, vous savez que Bagdad n'est pas vraiment un exemple éclatant de stabilité en ce moment. Le fait que Bagdad soit jugé plus sûr que la Syrie de Shira pour détenir des combattants dangereux en dit long sur la vision de Washington dans cette affaire. La grande question pour nous est de savoir si le Pentagone a vu juste ou non. Avant d'évaluer si Washington a raison, faisons une pause pour présenter notre nouvel espace abonné. Front Stockholm vise ceux souhaitant approfondir ces sujets. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives et au moins 2 articles d'experts, explorant des conflits méconnus et les grandes histoires qui façonnent le monde. Cette semaine, par exemple, nous avons publié une analyse approfondie de l'effondrement de l'État au Mali face à l'avancée des djihadistes, un sujet qui résonnera sans aucun doute auprès de tous ceux qui s'intéressent aux forces similaires qui déstabilisent la Syrie.
Nous avons aussi lancé des podcasts exclusifs, dont un briefing de 90 minutes sur le Moyen-Orient que nous considérons comme une écoute incontournable pour tous les spectateurs de cette vidéo. L'abonnement coûte 5 $ par mois ou 50 par an chez Franz Stockholm. Allez y jeter un œil si vous voulez plus d'histoires de ce genre. Passons au problème croissant de la Syrie. Les mêmes hommes, nouveaux uniformes. Le Pentagone a des raisons valables de se méfier de l'administration actuelle en Syrie. L'organisation fondée par Shira s'appelait d'abord Front al-Nosra, branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie, reconnue durant des années comme l'une des factions djihadistes les plus efficaces et brutales de la guerre civile. Cela a cependant évolué avec le temps. Les liens avec Al-Qaïda ont été rompus en 2016. Shira a alors cherché à présenter le groupe comme plus pragmatique, axé sur les enjeux nationaux et plus ouvert à l'engagement occidental qu'attendu d'un groupe djihadiste. Pourtant, lorsque son organisation rebaptisée HDS est entrée dans Damas à la fin de 2024, les hommes armés étaient à peu près les mêmes qu'ils avaient toujours été. La nouvelle armée syrienne était davantage une coalition de factions ayant combattu ensemble durant la guerre civile et de ceux arrivés après la fuite d'Assad à Moscou qu'une véritable institution nationale. Aucun de ces soldats n'a suivi de programme de désarmement, démobilisation et réintégration, cadre habituel des États d'après-guerre pour transformer leur faction armée en armée nationale. Shir a mis tout le monde en uniforme et a dit « Voilà l'armée syrienne ». Le gouvernement de Shira, en place depuis 3 mois, a rencontré sa première vraie épreuve, venue non de Daesh ni de l'étranger, mais de son propre territoire. En mars 2025, sur la côte dominée par les Alaouites, longtemps base solide d'Assad, la nouvelle armée a dû répondre à une attaque d'insurgés selon ses conditions. Une embuscade de loyalistes du régime d'Assad vise une patrouille des forces de sécurité syriennes sur la côte, tuant plusieurs soldats. Le nouveau gouvernement était déjà sensible aux critiques selon lesquelles il manquait de capacité à aller jusqu'au bout, en particulier dans les régions non sunnites qui avaient constitué la base la plus solide des partisans de la révolution. Cependant, la réponse a largement dépassé la simple affirmation du contrôle. Les forces alliées à HTS ont balayé les villages alaouites à travers Latakié, Tartou et certaines parties de Homs et Hama, tuant environ 1400 civils. Le gouvernement de Shira a organisé un procès à Alep en novembre dernier, mais la plupart des meurtriers n'ont jamais été identifiés et beaucoup sont restés dans l'armée. ACLED, le projet de suivi des conflits, a été assez direct dans son rapport sur le pays en 2025. Les enquêtes de l'administration avaient minimisé l'aspect sectaire des meurtres et peu sanctionné les auteurs. Pour les minorités religieuses syriennes, ces incidents semblaient confirmer leurs craintes envers le nouveau gouvernement. Les communautés alaouites et chrétiennes des provinces côtières ont réclamé une Syrie fédéralisée leur offrant une large autonomie par rapport à Damas, mais cela posait un problème majeur. Permettre des lignes de division formalisées entre les ethnies au Moyen-Orient tend à conduire à des issues extrêmement sanglantes. C'est pourquoi la constitution provisoire de Shira cherche à interdire le séparatisme. Si tout cela vous amène à vous demander pourquoi d'autres nations seraient si disposées à soutenir le gouvernement de Shira, eh bien ce n'est pas tant par amour pour lui que par crainte de ce qui pourrait le remplacer. L'alternative à Shira, en réalité, ce n'est pas une meilleure version de la Syrie. C'est une désintégration à la yougoslave, avec tout ce que cela implique. Et dans un pays inondé d'armes et de combattants de l'État islamique qui vient tout juste de sortir d'une guerre civile extrêmement déstabilisante, il ne faut pas être un génie pour comprendre pourquoi la communauté internationale pourrait se dire « non, pas ça ». Le problème, c'est qu'il n'est pas certain que Shira puisse maintenir le pays uni. Au lieu d'une explosion soudaine, nous assistons peut-être à l'effondrement de la Syrie au ralenti. La chasse est ouverte. On pourrait penser qu'après une guerre civile, les tueries diminuent, au moins. En Syrie, cependant, cela s'est en fait accéléré. ACLED a recensé un peu plus de 6000 morts liés au conflit dans le pays pendant les 12 derniers mois de l'ère Assad, chiffre qui a grimpé à plus de 9000 au cours des 12 mois qui ont suivi son départ. Cependant, cela n'était pas réparti uniformément dans tout le pays. Plus de la moitié des décès provenaient de seulement 5 provinces, Latakié, Tartus, Soueïda, Hama et Homs. Ces 5 provinces ne sont pas géographiquement proches les unes des autres. Certaines se trouvent le long de la côte ouest, d'autres dans le sud, et Homs est située directement au centre du pays. Elles ont en commun d'être dominées par des minorités religieuses et ethniques, et dans plusieurs, l'autorité de Damas a largement disparu. Soueïda illustre bien cela. Petite province du sud-ouest, elle compte environ un demi-million de Druzes, un quart de million de Bédouins et une minorité chrétienne. Et à ce stade, elle fonctionne en grande partie comme quelque chose qui s'apparente à un État autonome. Al-Hijri,
le chef spirituel druze, qui est devenu le visage de la quête d'autonomie, dirige la province à travers des conseils locaux et des unités armées qui lui répondent directement, et non à Damas. Ce mois-ci, Al-Hijri a dissous entièrement son propre organe dirigeant et l'a remplacé par ce qu'on appelle le conseil administratif de Jabal Bashan, nommé d'après le terme biblique hébreu pour la région, abandonnant complètement le nom préféré de la Syrie, Soueïda. Pour ceux qui s'interrogent sur le sérieux des Druzes concernant l'indépendance, la réponse est dans l'entête. Maintenant, celui-ci est un peu une exception à cause de la façon dont il est devenu aussi indépendant. En juillet dernier, des affrontements ethniques entre Druzes et tribus bédouines ont éclaté à Soueïda et ont commencé à s'intensifier, obligeant les forces syriennes à intervenir pour rétablir l'ordre. Lorsque les hostilités se sont apaisées, on comptait 1100 morts, 130 000 déplacés, et la situation a été contenue de façon inattendue par des frappes aériennes d'Israéliennes sur Damas. Les Druzes n'ont jamais été enthousiastes pour le projet de Shira, mais en juillet, leur scepticisme est devenu tangible, et rien ne l'a atténué depuis. Le mois dernier, cette dynamique a ressurgi. Dans la nuit du 19 mars, des obus de mortier ont touché des quartiers résidentiels de Soueïda, après une journée d'affrontement, entre la garde nationale d'Al-Hijri et les forces de sécurité syriennes. Le lendemain, des avions israéliens bombardaient de nouveau des positions de l'armée syrienne. Le message de Jérusalem est resté cohérent depuis juillet dernier. Toute tentative de Damas de s'opposer à l'autonomie druze dans le sud sera accueillie par des frappes aériennes. Dans un accord négocié par les États-Unis, Damas a confié la sécurité de la province aux hommes d'Al-Hijri. L'État n'y est désormais plus présent. La résurgence de Daesh est venue renforcer le sentiment général de chaos. Le groupe, opérant sous divers noms, dont Sarah Ansar al-Sana, aurait été responsable d'au moins 5 tentatives d'assassinat distinctes contre des hauts responsables syriens en 2025, y compris plusieurs tentatives visant personnellement Shira. Cependant, au-delà des hauts dirigeants, les attaques sont surtout visées les communautés minoritaires du pays. En juin dernier, un attentat revendiqué par l'État islamique a frappé l'église grecque orthodoxe Maïlé à Damas, tuant au moins 20 fidèles et blessant des dizaines d'autres. Quelques mois plus tard, une autre bombe a visé la mosquée Al-Aïd à Homs. Cela s'inscrit dans une politique ancienne visant non seulement les groupes jugés hérétiques par l'État islamique, mais aussi à exploiter les divisions confessionnelles, à affaiblir la confiance des minorités dans la capacité de l'État à assurer leur sécurité et à profiter de l'effondrement de légitimité qui en résulte. Il n'est donc probablement pas surprenant que beaucoup de ces communautés plaident ouvertement pour l'approche plus décentralisée que nous avons décrite plus tôt. Les Druzes semblent heureux de gérer les choses eux-mêmes et ne manifestent aucun intérêt pour l'aide proposée par Damas. Les communautés alaouites à travers le pays, à en juger par tous les signes, aimeraient obtenir un accord similaire. Le problème, c'est ce à quoi un tel scénario mènerait réellement. Étant donné la diversité de la Syrie, toute forme d'autonomie, même partielle pour ces minorités ethniques et religieuses, morcellerait le pays au point de lui donner une carte qui ressemblerait davantage aux Balkans qu'au Moyen-Orient moderne. Même un système offrant une représentation plus formelle au groupe risque de transformer le pays en un autre Liban, où le système confessionnel cherchait à équilibrer les communautés sectaires. Et il a tellement réussi à ancrer la division dans les fondements de l'État que le pays est à peine gouvernable depuis des décennies. Mais mettons de côté un instant la question de savoir si la décentralisation est ou non la solution, car ceux qui la réclament ne sont pas ceux qui ont réellement le pouvoir de décider. De plus en plus, la trajectoire du pays est façonnée par des puissances extérieures qui y mènent des projets concurrents. Parmi elles, la Turquie c'est l'une des plus engagées et a soutenu très tôt le HTS de Shira. Il considère vraiment la situation comme une série de petits États ethniques à la place d'une Syrie unifiée. Non. Le chef du renseignement d'Ankara a affirmé dans son rapport annuel 2025 leur implication dans la crise syrienne depuis le début et à travers les phases suivantes. C'est remarquable pour un service de renseignement étranger de le dire ouvertement, et Shira a rendu l'appareil. Les troupes turques restent dans le pays sans aucune indication qu'elles partiront de sitôt. 2 ex-commandants de l'armée nationale syrienne soutenus par la Turquie occupent aussi des postes élevés dans sa nouvelle armée, tous 2 sanctionnés par Washington pour violation des droits humains et issus d'unités qui auraient participé dans les massacres côtiers de mars. Et puis il y a la querelle croissante entre la Turquie et Israël, qui commence à se dérouler, littéralement, sur le sol syrien. Erdogan, de son côté, a publiquement qualifié Netanyahou de pire qu'Hitler à plusieurs reprises, notamment en juin dernier, lorsqu'il a déclaré que le Premier ministre israélien avait, je cite, depuis longtemps, dépassé Hitler dans la perpétration d'un génocide. L'armée israélienne a frappé à plusieurs reprises en 2025 des infrastructures militaires syriennes fournies par la Turquie, un geste vu comme un avertissement à Ankara. À ce jour, hormis les Druzes, la vision turque d'une Syrie unifiée sous contrôle de Damas demeure encore largement valable.
La question, bien sûr, est de savoir si cela peut durer, et la réponse semble effectivement dépendre de la personne à qui vous la posez. La communauté internationale répond oui pour l'instant, avec des preuves réelles, mais leurs actions en coulisses montrent qu'ils ne veulent pas mettre en jeu le sort des détenus de Daesh. Mais pour les Druzes à Soueïda ou les Alaouites sur la côte, vous obtiendrez une réponse assez différente. Le problème pour Sharon, c'est qu'une fois que ces régions commencent à faire sécession, cela ne va généralement que dans un sens, et empêcher que cela n'arrive pourrait nécessiter encore plus de sang versé dans un pays déjà baigné dans le sang. Merci d'avoir regardé.